Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Afrique Hebdo. Cette semaine, nous irons tout d'abord sur le tournage de Bangui, unité spéciale, série policière filmée en Centrafrique. Elle est consacrée au quotidien d'une unité de police qui lutte contre les crimes sexuels. Le rôle des services secrets français en Afrique, une vaste question. On en parlera avec notre invité François Varou, ancien officier traitant de la DGSE. Il a notamment opéré en Éthiopie, au Sénégal et en Tunisie. Un patrimoine marin sanctuarisé aux Seychelles. Les autorités ont protégé 30% de leurs eaux territoriales, une initiative qui profite à l'environnement et à l'économie. C'est une première en Centrafrique, une série policière entièrement tournée à Bangui, la capitale. Elle suit le quotidien de l'unité spéciale des victimes, une brigade fictive qui enquête sur des crimes sexuels. Une thématique qui n'a rien d'évident dans un pays encore déchiré par les conflits et la pauvreté. Notre correspondant Clément Diroma s'est rendu sur le tournage. Dans cette banlieue de Bangui, une scène d'enlèvement que répètent encore ses acteurs. Silence, plateau! Sur le plateau, le tournage de Bangui, unité spéciale, la première série policière en RCA, avec pour thème central les violences faites aux femmes. Une première sur le continent. Face à la caméra ce jour-là, Valentina joue une scène importante qui se déroule pendant la dernière guerre civile. La jeune comédienne incarne le personnage principal de la série. Une inspectrice, Régine, tourmentée par le conflit et déterminée à mettre en prison les auteurs de violences sexuelles. C'est la dernière scène de la série, ce flashback qu'on a sur ma vie. Avec la venue des anti-Balaka, les rebelles et tout, quand ils viennent, la première des choses qu'ils font, c'est des pillages. Et bien sûr, c'est des viols. Et vu qu'il n'y a personne qui en parle, c'est vraiment très important pour nous d'en parler. Pour créer Bangui, unité spéciale, la cinéaste béninoise Elvira Djamossi s'est inspirée d'une véritable unité de police centrafricaine, mais aussi de ses séries américaines préférées, avec une douzaine de personnages hauts en couleur, comme l'inspectrice Régine. Parce que ça fait partie de son histoire, c'est son background, c'est parce que sa sœur a été kidnappée, violée devant elle. Il aura fallu à Elvire des années de préparation pour réaliser ce projet inédit en RCA, de nouveau déchiré par la guerre civile. Après plusieurs semaines de tournage, la réalisatrice est soulagée. Qu'avec la situation du pays, c'était pas du tout donné. Tout le monde se disait c'est de la folie. Après la dernière scène, Elvire se rend en banlieue de Bangui pour découvrir à l'écran les premiers plans du tournage. De voir les images en face comme ça, c'est vraiment génial. C'est parti pour le pré-montage dirigé par Guy Thierry, le directeur technique, déjà convaincu du futur succès de la série. Ça va déclencher quelque chose, je pense. Parce que c'est un pays vierge. C'est pratiquement la première série qu'on tourne ici. Une première saison attendue par les Centrafricains qui doit être terminée à la fin de l'année et diffusée l'année prochaine. François Varou a fini sa carrière en tant que maire de Konzac en Dordogne, mais avant de se retirer dans cette petite commune française paisible, il a été pendant 20 ans officier traitant au sein de la DGSE, les services secrets français. DGSE, je le rappelle, qui signifie Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Il a publié ses mémoires sous le titre James Bond n'existe pas et plus récemment le livre KGB DGSE, deux espions face à face, tous deux aux éditions Mareuil. Bonjour François Varou et merci d'être avec nous. Bonjour. Est-ce que l'Afrique est un terrain de chasse privilégié des services secrets français? Privilégié dans la mesure où, très longtemps, l'Afrique a été considérée comme le carré français, le précaré français, on le disait, d'une façon tout à fait naturelle. Mais sinon, je vais le dire franchement, l'Afrique a un intérêt vraiment très relatif pour les services secrets spéciaux. Bien que beaucoup de membres de services spéciaux aient été des officiers proches des présidents des républiques africaines. Vous l'écrivez, notamment la DGSE a aidé à mettre en place Bokassa ainsi qu'à le renverser. Oui. Enfin, à mettre en place. C'est lui qui s'est mis en place comme empereur. Ils ont participé mais d'une manière couronnement. logistique, la France a participé à son comment dirais-je, quand on devient empereur, à son sacre. Voilà. Mais elle était là aussi pour protéger l'empereur Bokassa.
Alors dans les années 80, vous-même vous opériez en tant que chef de poste en Éthiopie. Quelle était votre couverture et en quoi consistaient vos missions ? C'était une couverture diplomatique. J'étais donc diplomate, j'avais un statut de diplomate. Ma couverture consistait à, pas surveiller, mais à traiter toutes les affaires concernant l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine. Maintenant, c'est plus ce nom-là. Je ne sais plus si ce n'est pas l'UA, l'Unité africaine. Qui est devenue l'Union africaine. L'Union africaine, voilà, c'est ça. Et puis je faisais les revues de presse du moment. Voilà. Et j'avais aussi des relations avec mes collègues secrétaires d'ambassade dans les ambassades d'autres pays d'Europe en particulier. Sur place. Voilà. Et quelle était l'importance géopolitique de l'Éthiopie à cette époque, l'Éthiopie du Négus rouge sous la dictature de Mengistu? Alors, si on avait une présence en Éthiopie, à mon avis, c'était pour comment dirais-je, aller sur la bande d'Azou. Azou, c'est une ville qui est au sud de la Libye. Et cette bande-là, qui longe la frontière libyenne sur des kilomètres, et sur une étroite bande de quelques kilomètres, dans cette bande-là, il y a des minerais dits stratégiques. Des minerais qui rentrent dans la composition, par exemple, de nos smartphones. De nos smartphones, par exemple. Il n'y a pas que ça, bien sûr. Donc, ça pouvait être intéressant, et tous les pays européens étaient intéressés, comme ils sont intéressés, je le signale au passage, en Centrafrique. En Centrafrique, il y a une dépression très grande qui longe la côte centrafricaine du nord au sud, où il y a des lacs également. Et bien là, il y a une région qui contient des minerais dits stratégiques également. La Belgique est intéressée, mais la France, l'Allemagne et les États-Unis, bien sûr. Voilà. Les pays de l'Occident. Voilà. Vous avez aussi été envoyé au Sénégal et en Tunisie. Oui, mais alors à ce moment-là, en quoi là, c'est tout à fait différent. J'étais plutôt instructeur dans ce moment-là. Donc, pas pour faire du renseignement, mais pour instruire les officiers sénégalais et tunisiens dans les années 80. Voilà. Vous leur appreniez quoi? Eh bien, les techniques, les rudiments d'un service secret digne de ce nom. Comment retourner un agent ennemi? Mais oui, c'est-à-dire qu'on leur expliquait comment manipuler une personne pour lui permettre de trahir son pays. Vous vous rendez compte, c'est quand même grave de faire ça. Mais là, on apprenait des techniques de filature, de boîte aux lettres, peut-être aussi, si je ne m'abuse, des techniques pour comment ouvrir des coffres forts ou des portières de voitures. Autrefois, il n'existait pas les portières électroniques dans les voitures. C'était une petite clé. Alors, on n'avait pas toutes on apprenait à faire tout ça, mais on était très, très fort, très doués. Dernière question pour finir. Vous décrivez d'ailleurs dans vos ouvrages un quotidien qui est bien loin des films d'Hollywood. Pas de course-poursuite à la James Bond. Est-ce que les fantasmes et les idées reçues restent multiples concernant Non, justement, métier? Malheureusement, ces fantasmes et ces idées reçues, elles sont véhiculées par les films de James Bond ou les romans policiers. Mais alors après, les personnes ou la population qui veulent appliquer ces fantasmes à la réalité, ça n'est pas possible. Oui, il existe des gadgets chez nous. Et à la demande, on peut en faire. Mais on ne vit pas avec ça. Et on ne vit pas non plus avec des nanas, excusez-moi le terme. Des belles femmes. Des belles femmes, tous les jours. On les rend... Non, ça n'existe. Moi, j'ai pas connu ça. Voilà, c'est simple. Donc, je ne peux pas en parler. Bon, merci en tout cas, François Barou, d'avoir répondu à nos questions. Et je ne sais pas s'il y a des espions ou des officiers traitants aux Seychelles. En tout cas, vous allez le voir, on ne dirait pas non à être envoyé en mission sur cet archipel magnifique. Les touristes viennent du monde entier pour se baigner dans ces eaux paradisiaques. Mais ce pays entièrement insulaire est menacé par la montée du niveau de la mer résultant du changement climatique. Scientifiques et gouvernements tentent de trouver des solutions. Reportage de Nicolas Bertrand et Jean Barrère. C'est un archipel tout entier tourné vers la nature. 115 îles et îlots au paysage stupéfiant. Sous l'océan, les Seychelles regorgent de trésors colorés. Une faune aquatique parmi les plus riches du monde. Quelques touristes privilégiés viennent ici dont le seul but d'aller nager au milieu de toutes ces espèces. Parfois, on voit des tortues, des raies, des pieuvres et des homards. La température de l'eau est de 29 degrés. À 20 mètres de profondeur, les poissons clowns rivalisent avec les poissons perroquets ou les murènes.
Pour les plongeurs, le spectacle est total. Ce n'est pas un petit paradis, c'est un vrai paradis. Et ces vacanciers font vivre l'archipel. 80% de l'économie en dépend. Alors, pour que ces touristes continuent à venir, les autorités ont décidé de protéger ce paradis. L'État a créé l'une des plus vastes zones de protection marine du monde. 30% des eaux territoriales sont sanctuarisées. Les gardes-côtes font respecter la loi. Nous pouvons monter sur les bateaux, faire des recherches et saisir tout ce qui nous paraît suspect ou illégal. Leur première cible, ce sont les braconniers qui pêchent illégalement. Et ils prélèvent une écotaxe. Car aux Seychelles, l'écosystème est fragile et le réchauffement des eaux fait des ravages. En 2016, 90% des coraux sont morts à cause de la hausse des températures. Ces scientifiques essaient d'inverser la tendance. Ils travaillent pour la protection de la vie sous-marine. À 10 mètres de profondeur, ils ont installé plusieurs pépinières sous-marines. Sur ces cordes poussent des milliers de jeunes coraux. Ils sont protégés, mesurés et débarrassés des autres organismes qui pourraient les étouffer. Ils vont rester là pendant 1 an avant de pouvoir être replantés. Lynn fait partie de l'équipe. Cette Seychelloise, ancienne monitrice de plongée, veut jouer un rôle pour son pays. Je me sens fière de pouvoir faire un changement sur le récif, parce que tu vois vraiment une différence. Aujourd'hui, la nature a besoin d'un petit coup de pouce de l'homme. Les coraux replantés donnent déjà d'excellents résultats. Le pays montre encore une fois l'exemple en la matière. C'est la fin de votre magazine. Merci à tous d'avoir été avec nous.